Alors, la crise fait partie du vivant. Il n'y a pas d'évolution sans crise, que ce soit pour les animaux, les végétaux, et bien sûr les êtres humains et leur société. Donc la crise fait partie du vivant. Donc quand vous dites on est actuellement en crise, je crois qu'on est en crise depuis que la vie existe sur Terre. Il y a eu 5 disparitions, 5 extinctions. Déjà, on sait que c'est défendable puisque on sait qu'il y a des fossiles à un niveau très élevé en montagne, donc la mer était à ce niveau, il y a des poissons incrustés dans les pierres en haut des montagnes, donc ici on était à la Seine, où on était sous l'eau. Et puis chaque fois que l'eau se retire, une autre forme de vie réapparaît, c'est la définition de la résilience, c'est-à-dire que quand on est en crise, ce qui est notre cas puisqu'on est en vie, on est contraint à inventer constamment une autre forme de vie. Vie biologique, vie psychologique et vie en société. Alors, est-ce qu'on est contraint? Est-ce que la solidarité est un facteur de protection? C'est un facteur vital, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas citer un seul être humain qui pourrait vivre sans un autre. Un bébé qui arrive au monde sans mère, il a une espérance de vie très brève. Il ne peut pas vivre sans elle. Nous, adolescents ou adultes, imaginons qu'on soit seuls, ce qui arrive. Les prisonniers sont seuls, ils deviennent fous, complètement rendus malades mentaux par l'emprisonnement. Donc on est contraint, si on veut devenir soi-même, il faut qu'il y ait des autres autour de nous. Donc plus on s'occupe des autres, mieux on se développe soi-même. Plus on s'occupe de ceux qui nous entourent, plus on a des chances d'être bien nous-mêmes, avec nos proches, avec nos amis et même avec nos lointains. Surtout maintenant, avec ce qu'on appelle la mondialisation, qui angoisse énormément de gens. Si on veut ne pas mourir, il faut s'intéresser aux autres. On peut très bien, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de se replier sur soi, parce que c'est lourd de s'occuper des autres, et on a du mal à contrôler la surpopulation, on ne peut pas. On a du mal à contrôler les autres politiques, les autres cultures, on ne peut pas. On ne peut pas contrôler ce qui se passe au Proche-Orient, ça va nous retomber dessus. On ne peut pas contrôler ce qui se passe en Chine, en Asie, ça va nous retomber dessus, et inversement. Donc on est contraint à chercher à améliorer ou à protéger les autres si on veut ne pas mourir tout de suite. Quand la génération de mes parents sont arrivés au monde, début du XXe siècle, il y avait 1,5 milliard d'êtres humains sur la Terre. Quand mes enfants quitteront le monde, il y aura 11 milliards d'êtres humains sur la Terre. Comment faire pour les ressources? Comment faire pour les déchets? Comment faire pour faire une politique partageable? Comment faire pour faire une culture partageable? Si on ne le fait pas, on va tous disparaître. Et on sera la 6e extinction. Il y en a déjà eu 5. Pourquoi il n'y en aurait pas 6? Il y a déjà eu plusieurs espèces d'êtres humains sur Terre qui, comme nous, étaient interféconds, parlaient, inventaient une culture et des outils. Comme nous, c'était des êtres humains. Ils ont disparu. Donc, ou bien on continue à s'occuper de nos petites affaires et on va mourir. On aura une espérance de vie de quelques années avant la plongée. Ou bien on cherche à changer de culture. Et je réponds enfin à votre question. Ça sera la sortie de la crise actuelle. On aura donc une espérance de vie peut-être améliorée, parce qu'après chaque crise, on voit qu'il y a une évolution favorable, qu'on a payée, mais il y a une évolution favorable. Donc peut-être qu'on vivra mieux après la crise, et puis en attendant la crise suivante qu'auront nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Donc pour nous, pour moi, le choix est très clair. Ou bien on s'intéresse et on s'occupe des autres, et on aura une espérance de vie de quelques générations,
ou bien on se replie sur soi, on s'occupe de nous, on aura une espérance de vie de quelques années ou de quelques décennies avant de plonger. Alors, faire du social, c'est terriblement coûteux. Quand on était peu nombreux sur Terre, et quand on était chasseurs-cueilleurs, il suffisait de marcher à la queue leu et de brouter des herbes, des fruits, attraper des petits insectes, et puis ça nous suffisait pour vivre. Il paraît qu'il y avait beaucoup d'accouplements, mais il n'y avait pas de couple. C'était pas la peine. On marchait côte à côte. Si un enfant arrivait, le groupe s'en occupait. Donc on n'avait pas besoin de faire une culture très organisée, puisqu'il suffisait de brouter, de s'accoupler, et c'était suffisant. C'était peut-être, pour certains, c'était le paradis perdu. Mais quand on a été un peu plus nombreux, il a fallu faire des structures sociales. Et à ce moment-là, il a fallu imposer des lois. Et à ce moment-là, ont commencé les divergences d'opinion. Et surtout avec le surnombre et la glaciation. Quand la glaciation, là actuellement on vit une époque de réchauffement, mais c'est des bascules. Avant, il y a eu des époques de glaciation, d'où les 5 extinctions. Quand il y avait un réchauffement, les eaux montaient, noyaient tout. Quand il y avait une glaciation, les végétaux disparaissaient. Et nous, êtres humains, qui étions très peu nombreux sur Terre à cette époque-là, si on voulait ne pas mourir et ne pas disparaître tout de suite, il a fallu inventer les techniques de donner la mort. Inventer des armes, tuer les animaux, puisqu'il n'y avait plus de végétaux. Il fallait inventer la viande, la hiérarchie sociale que les femmes faisaient autour de la viande. Les hommes tuaient ces animaux physiquement plus forts que nous. On a retrouvé en Sibérie un mammouth avec des silex plantés dans la poitrine, avec des bouts de bois. C'est-à-dire que des petits bonshommes ont provoqué le mammouth, qui les a chargés. Ils ont tué le mammouth. J'imagine qu'ils ont dû le manger. La loi du plus fort nous a permis la socialisation et nous a permis de survivre. Mais dans ce cas, dans cette technique écologique de la survie, il a fallu qu'on qu'on établisse des rapports de hiérarchie. Le plus fort, physiquement, le plus habile, techniquement, pour fabriquer des outils ou pour lancer des projectiles, la plus habile pour fabriquer du social, les femmes qui découpaient la viande, qui raclaient les peaux pour faire des vêtements, qui cousaient les peaux pour faire des vêtements, c'était la glaciation. Il fallait tuer des animaux pour s'en couvrir de leur peau. On faisait des armes avec les pointes de leurs os. Donner la mort nous a permis de rester en vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître les premières sépultures pour glorifier celui de préférence qui était mort. Et c'est les premières œuvres d'art, fabriquer de la culture, ne pas laisser le corps de celle qui venait de mourir pourrir par terre, lui offrir une sépulture pour lui rendre sa dignité, donc rendre notre dignité. On ne laisse pas pourrir par terre le corps de quelqu'un qu'on aime encore et avec qui on a vécu. Et ça a été le point de départ de la socialisation, donc en donnant la mort. Et donner la mort, ça a été inventer des armes et hiérarchiser les rapports sociaux. Pas forcément la loi du plus fort, mais la loi du plus habile aussi, la loi de la plus habile pour coudre les peaux, pour fabriquer du social. Donc c'était des techniques de survie. Et on a fait ça probablement jusqu'à ces 2 dernières générations. Vous êtes la 2e génération qui a vécu en France sans guerre à la maison. Il y avait des guerres, mais c'était au loin. Nous, nos maisons étaient préservées, nos enfants n'étaient pas tués, on n'est pas morts de famine. Pendant la guerre de 40, il y avait des famines. Et votre serviteur a connu l'époque où on avait des tickets. Et on ne pouvait manger que en fonction des tickets qu'on avait. Alors il y avait les tickets des J3, les adolescents, ce n'était pas mon cas. J'étais un enfant, donc je n'avais pas le droit au surplus alimentaire des adolescents et des femmes enceintes. Mais donc il y avait des tickets. Donc il y avait bien sûr un marché noir de tickets, mais ça veut dire que la France était au bord de la famine.
et que l'Italie a été en famine. D'où l'exode de 700 000 Italiens, je crois que c'est le chiffre, 700 000 Italiens qui sont venus ne pas mourir de faim en France. Et ils ont construit toute une part de la France. Parce qu'ils acceptaient, pour ne pas mourir, ils acceptaient tous les boulots, comme le font les immigrants aujourd'hui. Pour ne pas mourir, ils font les travaux que nous, on ne veut plus ou on ne peut plus faire. Mais c'est là, c'est une bonne entente, c'est un contrat. Eux, ils meurent chez eux, ils viennent en France pour ne pas mourir, et nous, ça nous permet, puisqu'on est trop vieux, trop faible, ça nous permet d'avoir... Le Canada a été sauvé avec cette stratégie. Il y a 20 ans, le Canada était un pays mourant parce qu'il n'y avait plus de jeunes. Ils ont encouragé l'immigration. L'an dernier, ils sont rentrés dans le top 10 des pays les plus riches grâce à l'immigration. Mais, changement de culture. J'emploie pas le mot solidarité, j'emploie le mot entente. C'est-à-dire c'est une entente comme au sens commercial du terme. Nous, on est trop vieux, on va mourir, on va devenir pauvre. Vous, dans votre pays, vous mourrez de faim, vous mourrez de soif. Il va y avoir une immigration de la soif. Vous, vous mourrez de faim, de guerre. Il y a des guerres actuellement en Asie, au Proche-Orient, et l'armée française est impliquée en Afrique. Donc, il y a actuellement 12 000 soldats français en Afrique. On en parle étonnamment peu, parce qu'il n'y a pas de guerre à la maison. Donc, ça veut dire que c'est une entente, comme un contrat commercial. Vous venez chez nous pour nous permettre de survivre, mais en échange, vous ne mourrez pas de faim ou de soif chez vous. Ce n'est pas une solidarité, il n'y a pas de désir de solidarité, mais quand les gens arrivent, ils travaillent pour ne pas mourir et pour nous permettre de survivre. Il y a des rencontres, ils font évoluer la culture. Les premiers termes d'évolution de la culture sous l'effet de l'émigration, c'est la cuisine et la musique. Mais c'est des symptômes. Ça veut dire que par ailleurs, ils font marcher les usines, par ailleurs, ils font les boulots que les vieux ne veulent plus faire ou ne peuvent plus faire. Donc c'est une entente. Mais c'est aussi un changement culturel. Ils font évoluer la langue. La langue, sans eux, elle est pétrifiée, elle se routinise. Donc ils apportent des mots nouveaux, ils apportent des concepts nouveaux, d'où les conflits. Parce qu'il y a des gens qui adorent l'évolution culturelle et des gens qui ont peur de l'évolution culturelle. Donc ça fait des conflits inévitables, mais au moins ils ne meurent pas et on ne meurt pas. Mais j'emploie pas le mot solidarité parce que ça se fait pour la survie. Ça n'est pas une intention morale ou une intention politique de le faire. Ça se fait parce que c'est une entente. Ils ne meurent pas et nous non plus, on ne meurt pas. Et l'évolution des sociétés se fait comme ça. Alors, quand on est en période de guerre ou en période de survie, la violence des hommes est glorifiée. La violence des hommes est une valeur adaptative. C'était l'homme le plus fort, le plus violent, qui imposait sa loi pour que personne ne meure. Et on faisait du social comme ça. Les gens d'armes passaient des ententes avec les forgerons. Ils apprenaient à manipuler des épées pour tuer, pour se protéger. Quand un autre groupe venait pour prendre les lots et les vivres, ces gendarmes se battaient, tuaient, acceptaient d'être tués, donc ils étaient héroïsés. Et c'est comme ça que s'est fondée l'aristocratie. Et l'aristocratie a racketté le peuple pendant 1000 ans, au nom de la violence qu'ils étaient capables de faire, au nom des armes qu'ils étaient capables de manipuler, pas les gens du peuple. Les gens du peuple n'avaient que leurs pieds, leurs poings, et les aristocrates avaient les épées, donc en cas de duel, c'était la mort des gens du peuple était évidente. Donc il n'y avait pratiquement pas de chance de tuer l'aristocrate qui savait manier une épée. Donc les rapports ils ont été glorifiés. Encore aujourd'hui, ils sont admirés. Ils ont racketté le peuple pendant 1000 ans, et en échange, ils ont fait des châteaux merveilleux, ils ont fait des sponsorings de musiciens, de Léonard de Vinci, de peintres qui enchantent, dont nous on profite, mais c'est nos ancêtres qui ont payé. C'est nos ancêtres qui, eux, ont été pillés par les gens d'armes, ceux qui collectaient les impôts pour les aristocrates, mais ça ne faisait aucune route, aucun hôpital, ça faisait rien, aucune éducation pour les gens du peuple, c'était du racket.
En échange, il y avait des œuvres d'art merveilleuses, des châteaux qu'on va visiter, Versailles, 20 000 morts, 20 000 ouvriers morts pour fabriquer la merveille de Versailles. Pour les pyramides, n'en parlons pas, c'est un peuple entier qui était réduit en esclavage, avec je ne sais pas combien de morts, pour la gloire d'une minuscule minorité. On a fabriqué, l'impulsion du social s'est fabriquée comme ça. L'homme fort, plus que la femme, l'homme violent était glorifié. On a fait tellement de progrès techniques et moraux que ce que je viens de dire est un non-sens aujourd'hui. Puisqu'on est en paix depuis deux générations, on va dire, en paix à la maison, parce qu'il y avait des guerres à l'extérieur, mais nous, nos enfants, notre famille, nos amis étaient protégés. La violence n'est que destruction, ce qui est un signe de progrès social et de progrès éthique. Mais ça vient d'apparaître dans la condition humaine, et ça vient d'apparaître chez nous. Il y a encore d'autres pays où c'est pas vrai. Au Proche-Orient, où je travaille souvent, les petits garçons sont héroïsés. Les mères héroïsent le garçon. Dans les années de guerre et d'après-guerre, j'étais enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit garçon qui refusait de se battre à l'école, se bagarrait dans la rue, sa mère était humiliée. Elle était honteuse que son petit garçon ne sache pas se battre, ou n'ose pas se battre. Et elle l'appelait femmelette. Je l'ai entendu, ça. Tous les gens de ma génération, même lui, il est trop jeune, il ne le sait pas. Vous l'avez entendu, ça? donc c'était une valeur. Depuis qu'on est en paix, ce n'est que destruction, c'est plus du tout une valeur. Donc cette lutte contre la violence est une preuve de nos progrès. Progrès fragile, ça vient d'apparaître, et ça vient d'apparaître ici, mais pas dans des pays à quelques heures d'avion. Et comme il y a la mondialisation, on peut très bien basculer, changer de valeur très très rapidement. Donc l'héroïsation qui a fait la littérature, qui a fait l'opéra, qui a fait la musique, qui a fait la culture, l'héroïsation qu'on admire beaucoup aujourd'hui, qu'on enseigne à nos enfants, est une preuve de fragilité sociale. Parce que si on a besoin d'héroïser un homme plus qu'une femme, c'est qu'on le mène au sacrifice. Si tu te bats pour nous, on va t'admirer. Si tu meurs pour nous, on va t'admirer encore plus. Si tu veux être héroïsé, on t'aimera encore plus quand tu seras mort. Jean Moulin. Personne n'en a parlé quand il s'est suicidé pour ne pas trahir son groupe. Quand il y a eu le procès Barbie, on a cherché des preuves, on a fait des enquêtes, on a découvert le courage de Jean Moulin et on l'a héroïsé. Il a été héroïsé. S'il n'y avait pas eu le procès Barbie, personne n'aurait entendu parler de Jean Moulin. On a eu besoin de Jean Moulin pour le procès Barbie, et à ce moment-là, on l'a dépoussiéré, et maintenant, il y a eu des livres, il y a des lycées qui portent son nom, et c'est une belle image. Mais c'est une image de héros, parce qu'il s'est sacrifié pour la beauté et la grandeur de la résistance française. Et nous, on avait besoin de cette image parce qu'on avait été humiliés par la défaite de l'armée française qui était partie en courant devant l'armée allemande, et surtout par la collaboration avec le nazisme, reconnu par Jacques Chirac en 1995, longtemps après la fin de la guerre. Donc ça veut dire que cette héroïsation qui fait nos films est un signe de vulnérabilité sociale. Actuellement, on n'a plus besoin d'héroïser les hommes. Il faut que les hommes, c'est un changement de hiérarchie des valeurs, de ethos, c'est-à-dire de quelle importance on accorde à tel comportement, quelle importance morale on accorde à tel comportement. Alors les femmes, depuis 2 générations, 3 générations maximum, connaissent un épanouissement que jamais elles n'ont connu dans l'histoire, jamais, puisqu'il n'y avait que des rapports de violence, et là les femmes sont moins douées que les hommes. Pour la brutalité et pour les rapports de violence, dans les prisons, il y a 2-3% de femmes. C'est pratiquement que des hommes. Dans la violence conjugale, c'est 80% des hommes. 20% de femmes qui sont violentes physiquement, ou qui peuvent tuer leur mari.
c'est 20%. On en parle très peu. Dans la violence contre les enfants, c'est que des femmes. On en parle encore moins. Dans la violence conjugale, c'est des hommes qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas appris à maîtriser leurs émotions et qui ne savent pas vivre dans le nouveau contexte où la violence n'est que destruction. Ils sont restés, mais si la guerre revient, je vous affirme que la violence redeviendra une valeur rapidement, comme on le voit dans les camps d'immigrés. Dans les camps d'immigrés, c'est des hommes et des femmes chassés de chez eux, trahis, exploités, agressés pendant le transport, mal accueillis, mis dans des camps. Qu'est-ce qui se passe? En 48 heures, on voit réapparaître la violence archaïque. 48 heures. Un jeune garçon, très jeune, violent, que rien n'arrête, dont la violence est encore augmentée par des sous-lieutenants qui l'encouragent à la violence et qui terrorisent tout le camp. Donc, à Calais, on l'a vu réapparaître en quelques jours. C'est la survie qui réapparaît en quelques jours. Dès qu'il y a la culture, la violence n'est que destruction. Alors le mot résilience a été proposé d'abord par les géographes. C'est-à-dire qu'on dit qu'un sol est résilient quand, après un incendie ou une inondation, la vie reprend sous une autre forme. Une autre forme de vie apparaît. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'arguments. Actuellement, on voit en effet que sous l'effet de la mondialisation, de la surpopulation, on voit une dilution apparaître et les gens vivent dans l'instant, c'est-à-dire n'ont pas besoin de transcendance. Et cette vie dans l'immédiat, c'est la consommation et la drogue qui devient la consommation stupide. La drogue, je suis bien dans l'instant, l'effet de la drogue disparaît, je ne suis plus bien, je reprends une pilule, une substance, je suis bien dans l'instant, il n'y a que des successions d'instants, c'est-à-dire c'est l'immanence constamment, c'est l'empêchement de la transcendance. On ne peut pas donner sens à ce qui nous arrive puisqu'on vit sous l'effet de la chimie que la technologie, l'industrie réalise extrêmement bien, mais ça empêche la transcendance puisque ça empêche le sens de donner aux événements. Or, attribuer un sens à un événement, c'est modifier la manière dont on le ressent. Par exemple, si je souffre au travail, et si ce travail n'a pas de sens, eh ben je souffre au travail. Mais si je souffre au travail pour rapporter chez moi une paye qui va permettre à ceux que j'aime de ne pas mourir ou d'être heureux, l'expression quotidienne, c'est ça vaut la peine. C'est très bien dit. J'accepte de souffrir, ou même je vais m'engager, alors là on rejoint le mot solidarité, je vais m'engager pour que ma famille, mes amis puissent vivre en paix. J'accepte de souffrir au travail. Mais si je n'aime personne, si j'ai pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis, pourquoi voulez-vous que je souffre au travail? Ce n'est que de la souffrance. Je ne peux métamorphoser, donner sens à ma souffrance que si elle a un but à réaliser, une intention. Alors, dans la culture de la consommation, on voit se développer ce phénomène de jouissance, de recherche de la jouissance incessante qui tue la transcendance, qui empêche le projet d'existence et qui rend les gens malheureux. Parce que, puisque ça n'a pas de sens, les gens, même en jouissant constamment matériellement, ils sont de plus en plus malheureux. On voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, le pays le plus riche du monde. Il n'y a jamais eu tant de violence. C'est un peuple qui a été fondé dans la violence comme tous les peuples. Citez-moi une seule frontière qui aurait été acquise sans guerre. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que le nationalisme s'est fait grâce à la guerre. Et ce qu'on voit aux États-Unis, grâce à son argent, grâce à la technologie, forme d'intelligence, la condition humaine, vivent dans une pléthore immédiate, il n'y a jamais eu tant de morts. La mort donnée entre eux, la mort donnée à l'extérieur en se faisant les gendarmes du monde, la mort qu'ils se donnent eux-mêmes, il n'y a jamais autant de suicides, il n'y a jamais autant de maladies par excès de substances, alcool, médicaments. C'est-à-dire que ce pays
le plus puissant et le plus cultivé techniquement du monde est en train de s'autodétruire. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on prend ce modèle américain comme on l'a fait, comme on le fait encore, hein, ou est-ce qu'on cherche à inventer une autre culture? Et là, on retrouve le mot solidaire que vous avez proposé. C'est-à-dire que là, ayant compris ça, il faut que intentionnellement, on développe la solidarité, puisque de toute façon, la contrainte technique et la contrainte de la surpopulation et des tragédies mondiales, c'est une contrainte à la solidarité. Mais alors là, nous, on doit intentionnellement, ayant compris que c'est notre facteur de survie, on doit effectuer l'accueil, les rituels de rencontre qui contrôlent la violence. Ces rituels d'accueil, qui sont des rituels bébêtes, polis, de partager une gamelle, d'accueillir les gens, les bêtises, c'est des rituels fondamentaux parce qu'ils empêchent la violence. On devient violent quand on a peur de celui qu'on ne connaît pas. Dès l'instant où on met en place un rituel d'accueil, on fait sa connaissance. On va le trouver sympathique, on va le trouver antipathique, on va se disputer, on va... les rapports humains, quoi. Mais ça va être un autre humain qui vient d'une autre culture, avec une autre croyance, et on va intentionnellement chercher à établir des rapports de solidarité avec lui pour passer les transactions. Transactions culturelles, transactions commerciales, transactions travail, transactions... Voilà. Moi, ce que je disais pour le Canada, je suis trop vieux pour faire vivre mon pays, mais vous allez faire vivre mon pays en échange. Vous vivrez vous-même et la culture canadienne va évoluer. Mais si on ne fait pas ça, tout le monde est condamné à mort. Donc, ayant compris ça, je crois que là, on est contraint à mettre en place des rituels d'accueil, des lois sociales, des lois culturelles, pour essayer d'apporter, de faire une évolution et de ne pas mourir tout de suite. Il y a eu, près de Grasse, une petite ville où il y a eu des inondations il y a quelques années, Biot. Et j'ai discuté avec les gens et avec la maire, avec le maire, mais c'est une femme. Alors, elle m'a dit, chez moi je suis la maire, à la mairie je suis le maire. Alors, mais si... Alors, et tous les témoignages que j'ai pu entendre, c'est que dès qu'il y a eu une inondation, tous les gens sont accourus pour mettre en place des mécanismes d'entraide. Et qu'il y a eu des tragédies, mais qu'après la tragédie, les liens de coopération ont été complètement métamorphosés. Les gens ont appris à se connaître, se sont entraidés, ont mis en place des réseaux d'activités, des ententes pour réparer, pour nettoyer, pour inventer d'autres métiers. Et là, toute la population a été engagée. Il y a eu des morts, il y a eu un trauma, au sens déchirure traumatique avec des morts, hein, c'est la définition du trauma. Il y a eu un trauma social, collectif, il y a eu des traumas familiaux individuels, la ruine, la mort, mais là, toute la société. Mais il y a eu un mécanisme de résilience. Et ce mécanisme de résilience a métamorphosé la culture de cette belle petite ville, qui fait que les rapports humains sont complètement changés. Mais tout le monde est impliqué dans la réparation et dans la nouvelle vie de Biot. Tout le monde est impliqué. Les associations, l'éducation des enfants, la protection des faibles, des âgés, tout le monde est impliqué. Et une nouvelle culture est en train de naître. Et ça rejoint la définition de votre question sur la crise, c'est-à-dire que l'évolution ne se fait que comme ça. On ne sait pas évoluer autrement. Malheureusement, il faut toujours attendre une crise pour être obligé d'affronter le problème. Et là, on l'affronte, et on s'en trouve mieux, mais après le trauma. Je pense que la crise actuelle, elle naît de la surpopulation et du sprint. Surpopulation, on peut pas... Émotionnellement, je ne peux connaître, au sens étymologique, naître avec 200-300 personnes dans ma vie. Je leur ai serré la main, je les ai vus, je les ai aimés, je les ai détestés, je les connais. Donc, mais au-dessus de 300, je ne peux que les imaginer. Donc, je suis soumis à mes fantasmes. L'étranger, il vient voler mon pain. Donc, voilà, je suis soumis à mes fantasmes. Et le deuxième facteur d'autodestruction, c'est le sprint.
pourquoi est-ce que nos enfants qui ont une espérance de vie qui jamais n'a été aussi longue depuis l'existence humaine, la datation des squelettes est assez précise, jusqu'à la découverte de Semmelweis, prophylaxie de l'accouchement en 1862, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Elles mouraient à 36 ans en moyenne après 13 grossesses. Donc les femmes n'avaient pas de valeur sociale. Elles mouraient trop tôt, elles ne pouvaient être sur Terre que pour mettre au monde des enfants. Leur fonction, c'était la maternité, c'est tout. Maintenant, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, une petite fille sur deux sera centenaire. Donc pourquoi faire sprinter à l'école un enfant qui va vivre 100 ans? On va lui faire gagner 6 mois ou 1 an. Quel sens ça peut avoir? De toute façon, maintenant, quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance à 20 ans avaient déjà 1 ou 2 enfants, puisque leur aventure sociale n'avait pas de sens. Elles étaient entravées. Donc leur seule fonction, c'était de servir un homme et des enfants, ce qu'elles faisaient souvent très bien. Et maintenant, elles mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans. Et elles veulent même maintenant, certaines, qu'on leur prenne des ovocytes quand elles sont jeunes, de façon à pouvoir continuer leur aventure sociale jusqu'à mettre au monde leur premier enfant à 35-40 ans. Dérive perverse de la technologie. On échappe à ce qu'on appelle on appelle ça les lois naturelles, mais le mot loi n'est pas adapté, c'est les événements naturels qui nous contrôlent, mais que nous maintenant on commence à contrôler. La preuve, c'est que on peut très bien décider, une femme peut très bien décider de mettre au monde un enfant à 40 ans, 50 ans, de faire porter sa grossesse, son propre enfant par une autre femme. C'est techniquement possible, ça se fait aujourd'hui, ça se fait dans des pays étrangers, c'est pas encore légal en France, mais on y pense. Donc ça veut dire que le sprint, la formation au sprint de nos enfants, non seulement est un non-sens, mais en plus leur apprend très bien l'angoisse. On voit quand je travaille dans les pays en guerre ou dans les pays pauvres, les enfants sont en danger, ils n'ont aucune angoisse. Parce qu'ils sont sécurisés par leur famille, leurs copains, le village, ils connaissent tout le monde, ils ont un sentiment de familiarité. Le réel est dangereux, mais eux n'ont pas d'angoisse. Maman, papa est là, le village est là, je vais affronter le problème. Il faudra que je travaille beaucoup, il faudra que j'ai du courage, je l'aurai. Ils affrontent. Alors que dans une culture du sprint, les enfants on les fait sprinter, quelques-uns tiennent le coup. En Asie, par exemple, il y a des petits Asiatiques qui font des performances scolaires, intellectuelles stupéfiantes, à un prix humain exorbitant. Il n'y a jamais eu... Les garçons flanchent plus que les filles. Il y a 30% des garçons refusent d'avoir des relations sexuelles. Ils s'isolent complètement pour ne pas tenter l'aventure sociale. Ils sont bien sans aventure sociale. Un casque, une petite nourriture, une télévision, ils sont bien. C'est la démission qui leur sert de tranquillisant. Est-ce qu'on peut faire une culture avec des valeurs comme ça? Tout à l'heure, je disais, les Américains aussi ont mis en place le sprint social qui commence à l'enfance. Il faut que les parents, dès qu'un enfant est né, les parents commencent à économiser, travailler plus pour payer l'université. Quel sens ça a? Leur espérance de vie diminue. C'est un pays où la mort règne tout le temps, plus encore que dans les pays pauvres. La mort qu'ils se donnent entre eux, la mort qu'ils donnent aux autres et la mort qu'ils se donnent à eux. Et c'est un pays qui est en train de se s'autodétruire. Alors, est-ce que cette réussite-là, technique, vaut ce prix humain? Alors qu'au contraire, les pays d'Europe du Nord ont choisi la stratégie contraire, on ralentit le développement des enfants, on les sécurise d'abord par un groupe social coordonné, mère bien sûr, père, même si la définition du père est très difficile à donner. Hein. Qu'est-ce qu'un père? Alors ça, c'est pas facile à dire. Hein. Donc c'est difficile. Ces enfants-là, la notation est très retardée, l'entrée à l'école est retardée,
La notation est très retardée. À 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations scolaires parce qu'ils sont confiants, ils jouent à apprendre et ils font des performances égales ou supérieures aux petits asiatiques où l'école est devenue une forme de maltraitance. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut choisir comme existence? Alors, je pense que jusqu'à maintenant, la valeur, c'était la violence des hommes, valorisée entre hommes, valorisée par les femmes, qui héroïsaient leur mari, valorisée par les enfants, le père chef de famille. Au nom de ça, toutes les maltraitances étaient supportées. Aujourd'hui, on ne supporte plus, parce qu'on a fait des progrès humains et qu'on se demande si c'est vraiment des valeurs, si c'est vraiment, on accepte ça comme nos valeurs. Donc ça nous contraint à une évolution culturelle, peut-être même à une révolution culturelle, parce qu'il y a d'autres valeurs à mettre en place, donc d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de partager, de ralentir le développement, de militer contre le sprint, notre propre sprint, et surtout le sprint de nos enfants, donc modifier le style d'existence. Mais il y a des pays qui savent le faire et qui ont évalué. Je travaille actuellement avec une Norvégienne qui a remis un rapport au gouvernement norvégien, qui a fait une évaluation après 10 ans de réformes. Elle a remis une évaluation des réformes, diminution des suicides, amélioration des résultats scolaires, amélioration du plaisir de vivre. Choisissez. Je pense qu'on a fait un petit contresens, on a pensé qu'il fallait protéger nos enfants. Ça c'est clair. Si on ne les protège pas, ils meurent, ou s'ils ne meurent pas, ils se développent tragiquement mal, comme on le voit dans certaines zones de nos quartiers abandonnés, déculturés. Donc il faut protéger nos enfants, mais les protéger, ça n'est pas les priver d'épreuves. On a fait un contresens. Qu'est-ce qu'on voit? Ces enfants protégés, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui veulent continuer à bien se développer, ils se mettent à l'épreuve. Ils font des études, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent dans une ONG, et maintenant ils sont tellement nombreux à s'engager dans des ONG que maintenant c'est parfois eux qui payent leur voyage pour aller travailler dans un pays pauvre. Ils se mettent à l'épreuve pour avoir la preuve de ce qu'ils valent. Et là, ils rentrent, ils ont été fatigués, ils ont payé leur voyage, ils ont été brutalisés, ils rentrent, ils sont fiers d'eux. J'ai été utile, je sais ce que je vaux, je suis content, je suis fier de moi. Et on voit de plus en plus de jeunes engourdis par la protection qui se mettent à l'épreuve. Donc notre culture a oublié un mécanisme fondamental qui est le rituel d'accueil. Il n'y a pas de culture sans rituel d'accueil des jeunes. Et rituel de passage aussi, c'est ça? C'est la même chose, ouais, d'accord. Okay. Je disais rituel d'accueil parce que j'étais en train de penser aux immigrants, avec qui il faut aussi un rituel d'accueil. Mais vous avez raison, j'aurais dû dire rituel de passage. Mais c'est un accueil des jeunes, on les met à l'épreuve, mais on ne les abandonne pas. On les met à l'épreuve, tu as 12-13 ans, tu es un enfant, tais-toi. Tu as 13-14 ans, tu n'es pas encore un adulte, tu n'es plus un enfant, on ne sait pas comment se comporter avec toi. Alors on va te mettre à l'épreuve, tu vas partir chasser le lion dans les forêts. Et là je suis en train de penser à Jean Rouch. Tu vas partir chasser le lion dans les forêts, mais on ne va pas t'abandonner, on va te donner des armes physiques, des armes psychiques, on va te dire les chants, les prières, les comportements qu'il faut avoir pour être plus fort que le lion. Et quand, après 48 heures d'épreuve, tu reviendras, tu auras été entouré par notre culture, on va t'accueillir, ta parole sera désormais celle d'un jeune adulte, tu pourras dire ce que tu penses, tu auras ta place dans le groupe. On a oublié ça dans notre culture, on continue à protéger les adolescents, on est en train d'en faire des nourrissons géants. C'est-à-dire que, et si c'est plus les parents qui sont en train de donner le biberon à des bébés de 20 ans, c'est l'État.
Et dans ce cas-là, on voit des réactions d'agressivité, parce que ces jeunes ne sont pas fiers d'eux. On les a empêchés d'être fiers d'eux. Donc, ils ne sont pas fiers d'eux, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils valent. Je me sens mal à cause de toi, papa, tu m'as trop protégé, à cause de toi, maman, tu as tout fait à ma place. Donc, je l'ai entendu, ça, quand j'étais psychothérapeute. J'en veux à mes parents ne m'ont pas armé pour la vie. Donc, je l'ai entendu 100 fois cette phrase. C'est-à-dire que c'est le contresens total, les parents qui veulent donner à leurs enfants, ce qu'il faut faire, mais il faut leur donner des épreuves aussi. Et les épreuves, c'est pas les torturer, c'est pas sadique. Le bizutage est un rituel sadique qui est interdit par la loi, ce qu'il doit être. Là, c'est un rituel d'accueil. C'est-à-dire que on te met à l'épreuve, on t'abandonne pas, on t'apprend ce qu'il faut faire et on t'accueille. Et là, je crois que beaucoup de pays d'Europe du Nord sont en train d'inventer, après le bac, l'année sabbatique, où des jeunes de 17-18 ans partent, ils se mettent à la disposition, ils apprennent un métier, ils sont entourés, sinon ils sont facilement exploités. Hein. Ils sont entourés. Quand ils reviennent après 1 an ou 2, ils ont appris une langue, ils ont gagné un petit peu d'argent, ils ont eu peur, ils ont surmonté leur peur, ils reviennent, ils sont fiers d'eux, et quand ils s'inscrivent à l'université ou au CAP pour apprendre un métier, il n'y a pas d'échec. Alors que dans notre culture du sprint, vite, vite, passe ton bac et inscris-toi vite, sinon ta place va être prise, tu pourras faire, il y a 40% d'échecs au niveau du DUG, c'est-à-dire 2 ans après le bac. C'est pas du temps gagné. Faire sprinter les enfants, c'est pas du temps gagné, surtout pour une petite fille qui va être centenaire. Ça n'a pas de sens. Je pense que l'audace, la prise de risque qui fait partie de l'adolescence, hein, jusqu'à l'adolescence, on doit être sécurisé par maman, papa. Maman en tête, puisque c'est la base de sécurité la plus efficace, ce qui pose un problème pour les hommes d'ailleurs. Mais c'est maman, papa, ce sont les figures, les bases de sécurité les plus efficaces. Mais on sait maintenant, le développement des neurosciences démontre maintenant qu'un bébé préverbal, quand il n'a pas été sécurisé, il a acquis des facteurs de vulnérabilité. Et quand il arrive, il est protégé par maman, papa, ça ne se voit pas trop, il va à l'école, ça commence à se voir un peu. Quand il arrive à l'adolescence où il faut quitter maman, papa, pour l'apparition du désir sexuel, il faut partir. La fierté de devenir indépendant, il faut partir. Et là, ils ne peuvent pas partir, parce qu'ils ont acquis des facteurs de vulnérabilité. Donc ils disent à ce moment-là, la phrase que je vous ai proposée tout à l'heure, « Maman, papa, en m'aimant trop, vous ne m'avez pas armé pour la vie. » Donc, maintenant qu'on sait ça, eh bien, c'est ce qui permet à un enfant, un adolescent, d'arriver à l'âge de la prise de risque, et la merveilleuse, les 2 prises de risque les plus merveilleuses qui soient, c'est 1, tomber amoureux, 2, faire des enfants. Ça, c'est des prises de risque. Mais c'est ça qui embellit, qui donne sens à notre vie. On revient sur la question du sens. Oui, mais c'est ça. Mais alors là, on est invité à la transcendance. Là. Je sais, j'avais des tas de patients, garçons plus que filles, qui flottaient à l'adolescence, qui se droguaient un peu, faute de mieux, ils ne savaient pas pourquoi, ils se droguaient. Et beaucoup, dès qu'ils devenaient pères, disaient « maintenant je sais pourquoi je dois me lever le matin ». Ils étaient métamorphosés parce que leur vie avait pris sens. Mais dans ce contexte technique-là, il faut raisonner en termes longitudinaux, c'est-à-dire qu'un adolescent a l'audace et le plaisir de stresser en quittant maman, papa, ça peut être un plaisir aussi. Hein. Le stress, les sports sont des stress, les voyages sont des stress qui participent à l'éducation des adolescents. Lorsqu'ils n'ont le plaisir d'explorer, le plaisir de quitter maman, papa, que si, au cours de l'enfance préverbale, ils ont acquis des facteurs de protection. S'ils ont acquis au cours de l'enfance préverbale, c'est-à-dire jusqu'à 20 mois, s'ils ont acquis des facteurs de vulnérabilité, ça ne se voit pas forcément, ça se voit un peu. Oh, il est casse-pied, il crie, il pleure facilement, enfin des bêtises de la vie quotidienne, quoi. Mais à l'adolescence, ça se transforme
tu ne m'as pas armé pour la vie. Donc il faut protéger les enfants, surtout dans l'enfance préverbale, les scolariser, puisque l'école devient le nouvel organisateur de nos sociétés. C'est plus la force physique, c'est plus la violence qui organise nos sociétés. Maintenant, c'est le diplôme et l'art de la relation, d'où le mot rituel que je vous ai proposé tout à l'heure. Et à ce moment-là, ces enfants-là arrivent à l'adolescence, ils ont l'audace de quitter, mais cette force-là, elle est imprégnée dans leur mémoire, dans l'enfance préverbale. Alors, moi, j'ai accepté avec plaisir la coopération que m'ont proposé Macron et Blanquer. Parce que c'est l'occasion inespérée de faire vivre les découvertes scientifiques qui sont publiées depuis 15 ans dans le monde entier, et nous, on a travaillé à Toulon depuis 40 ans. J'ai organisé aux Ambiers, près de Toulon, en 1982, le premier congrès international sur les interactions précoces. À cette époque-là, ça faisait sourire. Hein. Donc maintenant, il y a des milliers de publications qui renforcent ça. C'est pas encore appliqué, sauf par les pays d'Europe du Nord. C'est pas encore rentré dans nos applications. Je connais pas grand-chose en politique, mais quand ces personnes politiques, ces responsables politiques m'ont proposé ça, j'ai accepté tout de suite, parce que c'est l'occasion inespérée de proposer des réformes qui seront faites ou qui ne seront pas faites. Hein. C'est pas nous qui allons décider, nous on va proposer, et puis on verra bien ce qu'ils vont en faire. Hein. Mais c'était l'occasion inespérée de faire vivre des découvertes qui, pour moi, ont déjà 40 ans, et qui depuis 15 ans, explosent de manière qui va changer la culture, parce que ça va changer aussi notre premier échange, notre manière de penser la vie en société. Alors, le point de départ, pour moi, ça a été Toulon, les Ambiers. Ça a été le point de Marseille. D'abord, au point de vue, ça a été Marseille, la fac de médecine de Marseille, mais c'était des idées qui faisaient sourire au début. Hein. Quand on a fait de l'éthologie animale, je vois que vous avez cité des mots tout à l'heure qui m'ont fait comprendre que vous aviez des notions. Donc, mais Marseille a joué un rôle. Moi, j'étais élève à ce moment-là. À Marseille et à Lyon, il y avait des gens qui sont mes maîtres, qui étaient mes maîtres, qui m'ont appris ce genre de raisonnement. On les a fait vivre à Toulon. D'abord à la fac de médecine de Marseille, où ça très bien, les étudiants étaient très désireux d'apprendre. Beaucoup sont devenus universitaires aujourd'hui et transmettent un peu ces informations. Puis ensuite à la fac à l'université de Toulon. Mais comme toujours dans ces cas-là, ça a été très bien accepté en Amérique du Sud, où tous mes cours, tous mes livres sont transformés en questions de cours pour les étudiants de Colombie, du Brésil, d'Argentine. Ça a été un peu combattu en France, ça a été moins bien accepté, et combattu en France, et combattu à Toulon aussi, pas par les décideurs politiques, mais par des petits groupes. Ça fait partie de l'histoire des idées, ça. On avait, pour la commission des 1000 jours dont Macron m'a rendu responsable, on n'avait pas fait notre première réunion, on commençait à préparer la première réunion, que déjà quelqu'un s'est manifesté. On a fait un comité pour s'opposer à vos conclusions. Alors j'ai dit, écoutez, dites-nous quelles sont nos conclusions, ça va nous éviter de travailler pendant quelques mois. Donc ça veut dire, mais ça fait partie de l'histoire des idées, ça. Donc il y a eu des oppositions. Alors, pas par les responsables politiques qui étaient étonnés, désireux d'entendre, mais par des groupes. Parce que, comme le disait Michel Foucault, depuis le XIXe siècle, le savoir, c'est le pouvoir. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir des diplômes pour accéder au pouvoir. Puisque la nouvelle hiérarchie, la nouvelle aristocratie, se fait maintenant par le diplôme et non plus par la force physique. L'aristocratie des gendarmes, c'est fini maintenant. Hein. Ils sont plutôt matraqués, les pauvres. Donc, maintenant, la nouvelle... Et on voit le même phénomène d'aristocratie se répéter, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas accès à ces diplômes sont humiliés, ou ils sont largués par la culture,
parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens en France qui finissent leur mois vers le 15 ou le 20 de chaque mois. Donc ça veut dire qu'on revoit le même phénomène qui s'était passé pour l'aristocratie de la force physique, le même phénomène est en train de se mettre en place pour l'aristocratie de la tronche, de l'aristocratie du diplôme. Ça veut dire la même chose. Donc, et on voit le même phénomène avec les gilets jaunes. Ces gens sont malheureux, ils finissent pas leur mois, ils sont humiliés, ils n'ont pas eu accès au diplôme, parce que l'intelligence, surtout l'intelligence scolaire, c'est une qualité relationnelle, c'est pas une qualité cérébrale. Alors ça, pour le mot coopération, c'est une nouvelle manière de penser. Parce que c'est pas ce qu'on nous a dit. Jusqu'à ma génération, à minima, on parlait du QI, pas du QE. Voilà, c'est ça, exactement. Émotionnel, je veux dire, ça n'a jamais été... C'est exact, voilà. Et quand j'étais gamin, moi j'ai eu la chance de jamais aller à l'école. Donc c'est une chance, mais quand j'étais gamin, au lycée, j'entendais dire des profs, il a une bonne tête, ça rentre bien. C'est un raisonnement raciste. Il y aurait parmi nous des gens qui ont une bonne qualité cérébrale pour que les résultats scolaires soient bons, donc d'autres gens, les Noirs surtout, les nègres, qui eux, les étrangers, qui ont une mauvaise, ou dans notre propre culture, ces gosses des quartiers, ils ont une mauvaise qualité cérébrale, c'est pour ça qu'ils ont de mauvais résultats scolaires. Alors que ce qu'on est en train de découvrir maintenant, c'est que les résultats scolaires dépendent de la relation, de l'environnement, de la stimulation, de l'apaisement, des rythmes, pour fabriquer un bon résultat. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la qualité cérébrale, c'est inhérent à la structure sociale et affective. Parce que la neuroimagerie démontre à quel point l'affectivité joue un rôle important dans l'intelligence, même dans les résultats scolaires. Un gosse qui a peur, qui est anxieux, inhibe ses fonctionnements intellectuels, il a de mauvais résultats scolaires. Un gosse qui est confiant, sécurisé, il joue à apprendre, il a de bons résultats scolaires. Alors, coopération, parce que mon cerveau ne peut fonctionner que s'il y a d'autres cerveaux autour de moi. Ça, c'est aussi une découverte de neuroimagerie, c'est que les neurones miroirs, on a invité Risolati, ça vous dit quelque chose, non? Le bonhomme adorable, le bonhomme marrant, sympa, très simple, nous a montré des documents stupéfiants qui montrent comment nos cerveaux fonctionnent ensemble. Donc sa réponse précise ma réponse de tout à l'heure, si je veux être bien, j'ai intérêt à m'occuper de vous. Donc parce qu'on se stimule, ou on s'inhibe, ou on se stimule. Si je suis enfant, je vous vois faire quelque chose, ça m'intéresse et j'ai envie de faire la même chose. Donc le geste que vous faites structure mon cerveau. Si vous êtes inerte parce que vous n'avez pas de travail, vous êtes chômeur, vous êtes humilié, vous êtes déprimé, etc., mon cerveau n'est pas stimulé. Donc ça veut dire qu'on est biologiquement, on est contraint à la coopération. Et si je dis biologiquement, c'est parce que je connais bien Edgar Morin, on l'a invité à Toulon, on se voit régulièrement à Paris. C'est quelqu'un qui marque notre culture avec ces raisonnements complexes qui ne sont pas compliqués. C'est complexe, mais c'est pas compliqué. Et il a 98 ans, il rentre du Brésil, il s'arrête en Italie pour dire bonjour au pape. Il vient de s'acheter une maison à Montpellier. C'est fou, ça. C'est fou. Il a 98 ans, il s'achète une maison à Montpellier, il la retape. Enfin, ses jambes sont plus terribles maintenant, mais la tronche marche bien. Et affectivement, tout ce qui est humain l'intéresse. Et il a été un des premiers, donc critiqué, à parler de complexité à l'époque où, à l'université, on nous apprenait à être hyper spécialiste, fragmenter le savoir. Et ça a donné des prix Nobel. La fragmentation du savoir, encore aujourd'hui, alors il y a en biologie, c'est 2 médecins qui ont eu le prix Nobel de biologie par le savoir fragmenté, mais celle qui a eu le prix Nobel d'économie, que je connais bien, c'est la petite Cécile Duflot, elle est stupéfiante, cette fille. Elle est stupéfiante. Prof au Collège de France à 33 ans, prix Nobel, elle n'a pas 40 ans, je crois, ou un truc comme 36. Ça. 36 ans? Vous vous rendez compte? C'est scandaleux.
En plus, elle est sympa comme tout. Alors, la première fois que je la rencontre, elle était prof au Collège de France, pas moi, et elle me dit « Oh, monsieur Cyrulnik, je vous admire beaucoup. » C'était vraiment la gamine qui voyait le vieux qui arrivait, adorable, sympa. Elle avait son sac à dos, c'est vraiment une fille étonnante. Hein. 36 et 46. Ah bon? Elle est très jeune. Hein. Et donc alors, et quand on parle de ça avec elle, elle a un prix Nobel très mérité parce qu'elle intègre des données différentes. Elle a ce que vous disiez sur les raisonnements systémiques. Nous, on a été formés au raisonnement causalitaire parce que, à cause du triomphe des laboratoires, à cause du triomphe justifié de la technologie, en médecine surtout, une cause provoque un effet. Et si vous voulez faire un travail scientifique, si vous voulez avoir le prix Nobel, vous avez intérêt à faire ce genre de raisonnement. Vous aurez le prix Nobel, mais nous, praticiens, quand quelqu'un s'asseyait près de nous, s'assoit près de nous, il s'assoit avec son corps, son cerveau, sa religion, sa famille, son passé, et nous, on est obligé de faire une démarche complexe. On est obligé d'intégrer, parce que celle qui s'assoit près de nous, bien sûr qu'elle a des ADN, mais ce n'est pas un ADN. Il y a un ADN en elle. Et il y a aussi un cerveau, une histoire, une religion, des réactions, une famille, dont moi, praticien, je suis obligé de tenir compte. Mais je n'aurai pas le prix Nobel. Mais quand j'étais dans ma discipline, quand j'ai voulu faire ça, j'ai été très critiqué. Comme quand Edgar Morin a parlé de complicité, il a été disqualifié pendant plusieurs décennies. Il a été très critiqué. Non, il faut avoir... Parce que c'est vrai que dans les laboratoires, il faut avoir une démarche réductionniste. C'est la démarche scientifique. Mais ce n'est pas la démarche d'un artisan, ce n'est pas la démarche d'un laboureur, ce n'est pas la démarche d'un OS. Nous, les praticiens, on est des OS. On est des soigneurs, on est des OS. Et nous, on a besoin donc d'avoir ce que vous venez de dire. Il faut qu'on ait un peu des notions dans des disciplines différentes et qu'on soit capable de les intégrer. Dans un laboratoire, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut avoir toujours être de plus en plus pointu. Si vous voulez faire une carrière, il vaut mieux être réductionniste. Si vous voulez soigner, il vaut mieux être systémique. La résilience est forcément systémique, puisque la reprise d'un développement, c'est développement quoi? Biologique, développement cérébral, développement intellectuel, développement affectif, développement relationnel, c'est forcément systémique. Donc mais c'est pas ce qui donnait accès aux revues à comité de lecture, aux revues qui permettent de faire des carrières, c'est pas ce qui donnait accès aux postes dans les laboratoires, c'est pas ce qui permettait, ça permettait de comprendre, mais ça permettait pas de faire une carrière. Ou bien c'est la mort, si vous voulez vivre, c'est la coopération. Ou bien c'est la mort, si vous laissez un bébé seul ou un adulte seul, son cerveau s'éteint. Et c'est pas une métaphore, la neuroimagerie montre qu'un cerveau isolé, c'est un cerveau qui s'éteint. Mais il faut distinguer l'isolement de l'isolation. Et moi, je propose de garder l'anglicisme, parce que dans l'isolement, il y a des moments où on a besoin de se sentir gonflé, on est trop plein, ou j'aimerais bien partir en week-end tout seul, ou qu'on me foute la paix pendant une soirée. Ça, c'est l'isolement, ça fait partie des rythmes biologiques. L'isolement est nécessaire. L'isolation, c'est pas ça du tout. L'isolation, c'est qu'il y a une intention de couper totalement l'autre des autres. Et là, on a des dégâts cérébraux très importants. On en a parlé hier ou avant-hier à Paris, où j'avais une réunion là-dessus, et tous les biologistes et neurobiologistes étaient là pour montrer les dégâts cérébraux provoqués par la coupure d'avec les autres. Alors on peut souhaiter la mort, hein. Il y a des gens qui trouvent que la vie est tellement difficile que la mort est préférable à la vie. Peut-être qu'on est en train d'y courir actuellement. On est en train moi je pense, hein, on est en train de préparer la 6e extinction. Mais la coopération, c'est la vie et c'est le plaisir de vivre aussi. Alors, parce que c'est pas... j'avais un oncle qui s'est engagé dans la résistance à 18 ans. Les résistants ont été sacrément massacrés, hein, parce que cet oncle-là me disait il faut passer les 6 premiers mois. Et si on n'est pas pris au 6e mois, on a appris un métier, on devient très difficile à apprendre, à choper. Parce qu'au début,
J'ai rencontré Lucie Aubrac et son mari que j'ai vu un peu, ils disaient aussi la même chose. Au début, on est naïf et on est surveillé en temps de guerre. Tout le monde surveille tout le monde et on est repéré. Et généralement, les arrestations se faisaient au 6e mois. Et si on passe les 6e mois, c'est qu'on a appris le métier. Et là, on va... Et cet oncle-là, donc beaucoup de ses copains ont été tués, fusillés ou assassinés dans la rue. Lui a été blessé, mais il s'en est sans trop de séquelles. Et les survivants de son groupe, c'était le groupe Carmagnole. Il faisait 2 attentats par semaine. Et ce groupe Carmagnole, ils sont restés unis, solidarité, toute leur vie. Parce qu'eux, ils avaient le rituel d'initiation, le rituel de passage, c'est le triomphe sur la mort. Tuer plus fort que la mort. Eux, ces survivants, ils ont été plus forts que la mort. C'est-à-dire que ça leur avait donné une confiance en eux. Et cet oncle est mort à 94 ans. Tous ses copains sont morts entre 95 et 100 ans. Et parce qu'ils ont été solidarisés toute leur vie. Ils se sont entraidés, ils ont fait des fêtes de copains, ils lisaient, ils voyageaient. Ils ont fait un groupe solidaire. Même exemple, à une échelle moindre, les couples ont une espérance de vie plus longue que les célibataires. Alors ça ne veut pas dire que la vie en couple soit facile, mais ça veut dire que ça protège. On a quelqu'un qui soutient, qu'on affronte, on n'est pas d'accord, comment voulez-vous qu'on soit d'accord? Mais l'espérance de vie et la qualité de vie des couples est meilleure que celle des célibataires. J'ai besoin d'un autre pour être moi-même. À cause du mot. À cause du mot solidarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à laisser se développer une culture de l'individualisme qui mène, comme j'ai répondu tout à l'heure, qui mène à la mort de tous. Donc je pense que votre enjeu d'emblée me dit s'il marche dans cette direction, c'est qu'ils sont plus forts que moi, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller.